Alors, je vais juste demander de faire un petit clap pour pouvoir synchroniser après Allez, 3, 2, 1. Alors, ma première question, est-ce que tu peux me dire rapidement qu'est-ce qu'un reptile? Alors, un reptile, c'est un animal qui possède des écailles. C'est un groupe d'animaux avec qui ont tous les mêmes caractéristiques, des écailles, une température qui change avec le milieu, etc. Qu'est-ce qu'un reptile? Un animal à sang-froid? Qu'est-ce qu'un reptile? Un reptile, c'est un animal à sang froid Ah oui, qui peut pas chauffer son sang et qui a besoin du soleil pour chauffer son sang. et qui a généralement des écailles. Et est-ce que tu peux me donner des exemples actuels ou fossiles? La tortue, le serpent, l'iguane. Un lézard, un serpent, un crocodile. Un lézard, un crocodile. Dans les disparus, le dimétrodon. Et est-ce que tu peux me donner des exemples? Serpent, crocodile, tortue, reptile volant, reptile aquatique, dinosaures du coup. Bah, est-ce que tous les dinosaures sont des reptiles? C'est une bonne question. Les oiseaux actuels sont les descendants des dinosaures. Et est-ce qu'on peut considérer alors que les oiseaux sont des reptiles? J'aurais tendance à penser que non. Et est-ce que pour toi on peut considérer alors que les oiseaux sont des reptiles? Non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les reptiles. Pas d'écailles, qui se sont transformés en plumes du coup. Bah donc tu as parlé du dimétrodon par exemple, je sais pas si tu sais, les dimétrodons c'est des reptiles mammaliens qui ensuite ont engendré les mammifères. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'on peut considérer que les mammifères sont des reptiles? C'est des reptiles avec pas d'écailles. Non, après la grosse différence c'est que les reptiles pondent des œufs, en tout cas pour la plupart. Alors que les mammifères non. Et est-ce que tu penses qu'on peut considérer que les oiseaux sont des reptiles? Alors, a priori, je crois pas. D'accord, c'est bon. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Personne sait ce que c'est un reptile? Non, c'est pas exactement ça. Quand on demande à des personnes de définir les reptiles, elles répondent en général la même chose. Les reptiles sont des animaux vertébrés, possédant une peau recouverte d'écailles, ils pondent des œufs et la température de leur corps change avec celle de leur milieu. On dit que ce sont des animaux à sang froid. Ensuite, quand j'ai demandé aux personnes de me citer des exemples de groupes de reptiles, j'ai également eu des réponses similaires. Il y a les groupes actuels, à savoir les crocodiles, les tortues, les lézards et les serpents, ainsi que les groupes éteints, les dinosaures, les reptiles marins, les reptiles volants, et on peut ajouter les reptiles mammaliens. Et quand je demande si les descendants des dinosaures et des reptiles mammaliens, à savoir les oiseaux et les mammifères, peuvent-ils être considérés comme des reptiles? On a tendance à penser que non, car les reptiles ont des écailles alors que les mammifères ont des poils et les oiseaux ont des plumes. Ce qui signifie que l'on peut définir les reptiles non pas comme des animaux ayant des écailles, mais surtout comme des animaux n'ayant ni de poils ni de plumes. D'ailleurs, c'est la définition qu'en a fait Georges Cuvier. Pour lui, les reptiles sont des animaux vertébrés, dépourvus de poils, de plumes et de mamelles. Or, dans la classification actuelle, on définit les groupes d'organismes par des caractères qu'ils ont en commun et non par des caractères qu'ils n'ont pas. Dans ce cas-là, le groupe des reptiles et la définition qu'on en donne sont-ils toujours valides? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des épisodes du Paléoscope consacrés à la classification du vivant. Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir avant celui-ci, histoire de ne pas être trop perdu. C'est qu'un mauvais moment à passer, vous inquiétez pas. Dans ce dernier, je vous ai présenté la différence entre la classification traditionnelle du vivant et la classification phylogénétique. La classification traditionnelle, proposée entre autres par Carl Linné, consiste à ranger les êtres vivants dans différentes boîtes en fonction des caractéristiques qu'ils partagent. C'est une classification fixe qui n'admet pas la théorie de l'évolution. A l'inverse, la classification phylogénétique prend en compte l'évolution des êtres vivants, elle permet de déterminer les liens de parenté entre les organismes dans le sens qui est plus proche de qui. Ces liens sont représentés par des arbres phylogénétiques qui permettent de définir différents groupes ou taxons dont tous les membres partagent au moins un caractère exclusif légué par un ancêtre commun. On qualifie ces groupes de monophylétiques. On peut citer comme exemple les vertébrés qui possèdent tous, comme leur nom l'indique, des vertèbres. Il y a aussi les mammifères qui possèdent tous des glandes mammaires. Dans un arbre phylogénétique, un groupe monophylétique doit contenir l'ancêtre commun qui est situé au niveau d'un nœud, ainsi que tous ses descendants, c'est-à-dire toutes les branches partant de ce nœud. Le problème, c'est que certains groupes traditionnels qui existent depuis très longtemps ne répondent pas à cette règle. Quand on examine leur arbre phylogénétique, on constate qu'ils ne comprennent pas tous les descendants. Dans ce cas-là, on dit que c'est un groupe paraphylétique. Et c'est le cas du groupe qui nous intéresse aujourd'hui, les reptiles. Comme on l'a vu dans les réponses données en introduction, la définition communément admise des reptiles rassemble des groupes actuels auxquels s'ajoutent des groupes fossiles. Si nous nous intéressons aux relations de parenté des différents groupes de reptiles avec d'autres groupes de tétrapodes, à savoir les amphibiens, les oiseaux et les mammifères, on obtient l'arbre suivant.
En vert, vous avez tous les groupes de reptiles. Et si l'on remonte la phylogénie pour chercher l'ancêtre commun qui relierait toutes ces formes, on le trouve au niveau de ce nœud-là. Le problème est que si vous regardez bien, si l'on prend uniquement les reptiles, eh bien il n'y a pas tous les descendants de cet ancêtre commun. Ce qui signifie que le groupe des reptiles n'est pas monophylétique. Pour qu'il le soit, le groupe des reptiles devrait englober les oiseaux et les mammifères. Mais ce taxon-là correspond en fait à un taxon de tétrapodes dont j'ai déjà parlé, les amyotes. Ils partagent comme caractère commun l'amyos, une structure qui a permis aux vertébrés de s'affranchir du milieu aquatique. Pour en savoir plus, je vous conseille de regarder l'épisode consacré à l'évolution des vertébrés. Ce que nous apprend cette analyse, c'est que les reptiles sont un groupe paraphylétique, et par conséquent, ils ont été abandonnés par les scientifiques dans la classification phylogénétique. Et ce ne sont pas les seuls, on peut citer comme autre exemple le groupe des invertébrés, ou celui des poissons. Le poisson! Le petit poisson! C'est qui ce mec? J'en sais rien. En tout cas, il faut savoir que ces termes ont été bannis des classifications. Ils ne sont plus valables. Ouais, mais les gens sont trop habitués, ça va être dur de les oublier. Oui, mais c'est comme ça, il faut les oublier. Mais je sais comment faire. C'est quoi cette musique? Non, tu vas pas aussi. Ça va, t'es content de ton truc? Ouais, c'est. Allez, on va pas conclure la vidéo. Attends, j'ai une question moi quand même. Oui, je t'écoute. Pourquoi les groupes non monophylétiques sont rejetés? Ah, bonne question. Eh bien en fait, ces groupes ne tiennent pas en compte de l'apparentement des êtres vivants. Les fameux liens, qui est plus proche de qui? Et pour illustrer ça, si on garde le groupe traditionnel des reptiles et qu'on représente de manière très simplifiée les liens qu'ils ont avec les autres grands groupes de tétrapodes, eh bien les reptiles se retrouvent placés comme un intermédiaire entre les amphibiens, les mammifères et les oiseaux. En fait, dans cette représentation, on a une généalogie avec les reptiles placés comme un grade qui a donné naissance, entre gros guillemets, aux mammifères et aux oiseaux. En fait, un grade est un groupe d'êtres vivants principalement défini par des caractères qu'ils n'ont pas. Par exemple, l'absence de poils et de plumes chez les reptiles. Un grade est un groupe qui n'existe que en rapport avec ce qu'il va engendrer ou donner naissance, alors que la classification phylogénétique se base sur le passé des taxons, à savoir ce qu'ils ont hérité de leur ancêtre commun. Mais comme on l'a vu, pour les reptiles, il n'existe pas de caractère légué par un ancêtre commun exclusif à ce groupe. Et c'est pareil pour tous les autres groupes que j'ai cités précédemment, les poissons n'existent que parce qu'ils ont donné les tétrapodes, les invertébrés ont donné les vertébrés. Ces groupes donnent une vision erronée de l'évolution, qui est alors vue comme un progrès, un passage d'un stade imparfait à un stade parfait. Et ça, c'est peut-être une vision que certains d'entre vous ont, notamment avec cette fameuse image souvent utilisée pour illustrer l'évolution, qui semble montrer que l'homme est le stade final de l'évolution, en gros l'espèce la plus évoluée. Je t'avoue que quand je vois certains hommes, j'ai du mal à me dire qu'ils sont si évolués que ça. Ouais, sans parler de ça, mais il faut savoir que cette vision est fausse. En réalité, il n'y a pas d'espèces plus évoluées que les autres. Les espèces partagent juste plus ou moins des caractères communs. Comme je l'ai dit, dans un arbre phylogénétique, elles peuvent être réunies en d'autres taxons. Ces derniers sont bâtis sur le partage de caractères communs légués par un ancêtre. Et quand on s'intéresse aux reptiles, eh bien on remarque que c'est un groupe très hétérogène, avec certaines formes partageant plus de caractéristiques communes avec les mammifères, des formes se rapprochant plus des oiseaux, et des formes se distinguant par d'autres caractères. En gros, résumer les reptiles comme un grade ayant donné les mammifères et les oiseaux est une énorme erreur, et n'est pas en accord avec les classifications phylogénétiques. Et cela est aussi valable pour les poissons et les invertébrés. Ces groupes ne sont pas pertinents pour décrire l'évolution, et ont été fabriqués à partir d'un point de vue anthropocentrique, pour souligner une soi-disant complexité graduelle de l'évolution, qui mènerait à l'homme. Et bien désolé, l'homme n'est en réalité qu'une forme de vie parmi les autres, il a une histoire évolutive propre qui n'est en aucun cas supérieure ou plus poussée que celle des autres êtres vivants. À ce sujet, je vous conseille la vidéo de mon collègue, la chaîne de Moss. Hey, je fais comment pour me faire comprendre chez mon poissonnier, moi maintenant? Non mais t'inquiète pas, dans la vie de tous les jours, tu peux continuer à dire poisson ou reptile, personne ne t'en voudra, sauf si tu tombes sur un évolutionniste extrémiste. Là par contre fais gaffe. Par contre, dans les articles scientifiques ou les cours de paléontologie, ces termes sont normalement bannis. Enfin c'est pas vraiment encore ça, parce que je les ai encore vus écrits dans certains articles, comme quoi même pour les scientifiques, c'est pas facile.
Cet épisode est à présent terminé et je peux vous dire que son écriture a été très compliquée car je m'attaquais à une grosse idée reçue sur l'évolution et j'ai donc dû peser chacun de mes mots. Et d'ailleurs, si vous voulez des vidéos plus poussées sur les reptiles, attention, sur ce qui est couramment appelé les reptiles, je vous recommande à nouveau la chaîne de FL Reptile, un collègue qui parle d'évolution en s'intéressant particulièrement à nos amis écailleux. J'en profite pour dire un grand merci aux personnes de la casemate de Grenoble qui ont accepté de répondre à mes questions pour l'intro. Si vous habitez dans la région grenobloise et que vous voulez en savoir plus sur leur activité, je vous mets des liens dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées, n'hésitez pas à me demander, je serai très heureux de vous répondre. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un truc, dans ce format du Paléoscope, je m'attaque à des questions, à des débats ou à des notions bien particulières qui concernent les thèmes que j'aborde sur la chaîne. Et jusqu'à présent, c'est moi qui choisissais les questions abordées. Mais pour la suite, et maintenant que vous êtes un peu plus nombreux, j'aimerais bien vous faire participer. Donc si vous avez des questions concernant la paléontologie, l'évolution, la géologie, ça peut être une problématique ou juste un terme que vous voulez que j'explique, eh bien vous pouvez me poser votre question dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à me poser des questions, ça renforcera un peu l'interaction entre vous et moi. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus.